Le process créatif, on a trop l'impression que c'est tout d'un coup on se lève, on a une super idée, comme on peut voir dans certains films et tout. C'est évidemment pas du tout comme ça. C'est plus un cheminement de discussion. Quand tu manages ces équipes de DA, etc., comment est-ce que toi, du coup, tu peux aussi arbitrer si ça va dans la bonne direction ou pas, tu vois. Enfin, j'aimerais creuser un peu ce côté subjectif, tu vois. On va pas s'appeler, dire venez, on se met un rendez-vous jeudi à 14h pour être créatif. Ça ne marche pas, quoi. Personne n'arrive à faire ça. Donc, ça veut dire que c'est dans les couloirs, je suis en train de manger, tiens, je t'ai croisé machin, j'ai une anecdote, j'ai un truc. Et du coup, il y a des choses qui se passent, quoi. Bonjour, moi c'est Nicolas, je suis CEO externalisé. J'installe les process et l'IA pour que le dirigeant ne soit plus le goulot d'étranglement de la boîte. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais interviewer Barthélémy Chalvet, qui est le cofondateur et CEO de l'agence Bruno. Bruno, c'est une agence de branding qui est présente en France et en Angleterre. Ils accompagnent les marques sur la stratégie de marque, le branding et le digital. En 2026, Bruno compte 35 personnes qui sont réparties sur 2 pays et ils ont un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va découvrir le process créatif d'une agence de branding, comment ils sont structurés avec leurs 35 créatifs et comment ils intègrent l'IA dans leur process. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Barthélémy, bienvenue dans Sous le capot. Merci. Je suis super content de te recevoir. Déjà, parce que là, on est en pleine canicule et t'es là, t'as accepté l'invitation, donc déjà, merci beaucoup. Avec plaisir. On va voir si on fait une pause fraîcheur comme à la Coupe du Monde. On va voir combien de temps je vais garder la veste sous le capot. Mais bon, vu que t'es expert dans le branding, je me suis dit, je vais respecter mon branding et je vais mettre ma veste, tu vois. Bah, C'est pas avec toi que... C'est ça, il fait très chaud, je sais pas si tu veux la... Ouais, on va voir. Est-ce que je suis endurant par rapport à ça ou pas? Déjà, quand tu as accepté, en fait, tu es le premier CEO d'agence de branding que j'interviewe. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de comprendre une chose, c'est le process créatif. Parce que, voilà, en créativité, il y a quand même quelque chose d'impalpable. Ouais. Et du coup, comment est-ce qu'on processe ça? Parce que vous êtes maintenant 35 dans l'agence. Du coup, il y a aussi une question de mise à l'échelle. Déjà, pour commencer, comment est-ce que toi, tu as eu ta meilleure idée créative? Très bonne question. En fait, c'est un peu... je sais pas si c'est la meilleure idée ou pas, mais le process créatif, on a trop l'impression que c'est tout d'un coup, on se lève, on a une super idée, comme on peut voir dans certains films et tout. C'est évidemment pas du tout comme ça. C'est plus un cheminement de discussion déjà. Ouais. Cheminement aussi de tests, de références qu'on a pu voir un peu à droite à gauche, qui fait qu'au bout d'un moment, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Ouais. C'est-à-dire que c'est très rare d'arriver et de se lever un matin en disant « Ah bah oui, c'est ça », ou alors, en tout cas moi, à chaque fois que je me dis « Ah oui, putain, c'est ça », ou j'ai rêvé de ça, ou sans vraiment le tester, souvent c'était assez mauvais quand je le testais, alors qu'à l'inverse, une idée juste comme ça, qui pouvait paraître un peu anodine, juste en expliquant, était assez bien quand je le faisais, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu réfléchissais à quelque chose et t'expliquais le concept créatif à quelqu'un, là, tu pouvais avoir des super idées. Ouais, ça. Et alors qu'en fait, quand je le faisais, je me rendais compte qu'en fait, c'était pas super. Et à l'inverse, quand l'idée, je l'explique et elle était pas forcément super, mais que je faisais vraiment le résultat, parfois, c'était même mieux, tu vois. Mais c'est surtout que, si je reviens un peu plus à la question, c'est surtout, pour moi, c'est que de la discussion avec des gens. C'est-à-dire que, parce qu'ils vont avoir un regard différent, parce qu'ils vont avoir des références différentes, parce que... ils ont eu un passé différent aussi du tien, etc. Et en fait, souvent, c'est la combinaison de plusieurs idées dans différents secteurs, de différentes marques, de différentes références, etc., qui fait que tu as une nouveauté. En fait, moi, pour plus, la bonne idée, c'est plus, est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est un truc qu'on n'a jamais vu? C'est ça, moi, qui m'excite. Que juste la bonne idée, mais qu'on l'a déjà vu sur d'autres trucs. Tu vois. Donc toi, si je comprends bien, t'as jamais eu d'idée vraiment, genre, des idées genre sous la douche ou j'en sais rien, t'allais courir, t'étais en boîte et t'as une idée de fou où tu t'es dit, enfin un peu dans le cliché du monde de la pub, tu vois. Non, mais bien sûr. S'il a dû y en avoir, mais je te dis, c'est souvent, t'as l'idée, puis tu dis putain, génial et tout. Tu sais, c'est comme en soirée quand t'es bourré avec tes potes, tu dis putain, demain on fait ça, on va créer une boîte, elle est super. Puis le lendemain matin, quand tu travailles, tu te dis non, mais en fait, l'idée, elle est vraiment horrible. Donc, c'est un peu, en vrai, c'est un peu ça. Mais ça peut arriver où parfois, tu as un début de quelque chose, tu dis putain, ça c'est intéressant, il y a quelque chose. Et c'est souvent en discutant qu'il se passe, où tu arrives vraiment à le transformer. Parce que finalement, je trouve la créativité, c'est quand il y a plusieurs personnes, c'est là où ça devient intéressant. Et d'ailleurs, je ne crois pas du tout aux personnes qui arrivent à faire tout toutes seules, du moins dans nos métiers de branding. Et c'est d'ailleurs une raison pour laquelle on n'a pas de télétravail, par exemple, chez nous, à l'agence. Parce que si tout le monde était chez soi, on la provoque pas, la créativité. C'est
on est en train de manger, tout d'un coup on pense à un truc, ou alors il m'a parlé d'une histoire, une anecdote. Ah tiens, ça me fait penser aussi à un projet sur lequel. Ouais. Et du coup, c'est un fil que tu tires en fait. C'est ça, exactement. Okay. Et du coup, c'est grâce à. Enfin, moi, je pense que c'est que le fait de pouvoir discuter avec les gens, de se nourrir de références qu'on n'a pas l'habitude de voir, qu'il y a quelque chose de nouveau qui peut se créer. Ok. Et du coup, on va y revenir plus tard, mais du coup, c'est là, si tu as une de tes meilleures idées, elle s'est créée comment? Enfin, déjà, c'est laquelle? Si tu devais en choisir une? Bah. Créer ma boîte, mais bon, après, c'est pas non plus la meilleure des idées, quoi. Ouais. Mais après, c'est difficile de pouvoir donner un truc très concret parce que, en fait, en général, nous, comment ça se passe en agence de branding, c'est qu'on reçoit. Il y a un client qui vient nous voir et qui nous dit j'ai telle problématique. Ouais. Donc, pour te donner la bonne idée, il faudrait que je t'explique toute la problématique pour trouver la bonne idée qui va avec cette problématique-là. Donc, ça serait. Je pense pas que ça soit super pertinent, tu vois, mais non, mais à part l'agence, le podcast qu'on a pu faire avec les... Parce qu'on a aussi un podcast chez nous qui s'appelle Les Goûts, les Couleurs, qu'on a pu faire avec les gars, qui était un truc cool. J'avais aussi créé des coworking il y a quelques années. Bon, il y a eu des choses qui ont été faites, qui ont été très cool, tu vois. Mais et à chaque fois, j'ai rarement fait un truc seul, et à chaque fois, je l'ai fait avec d'autres gens, et c'est ça qui a fait que ça a réussi à transformer, que c'était cool, quoi. Ok. Ah bah hyper intéressant. Bah, du coup, on va rentrer justement dans le vif du process. C'est quoi, du coup, quand tu dis t'as un client qui vient avec un brief, c'est quoi, du coup, les choses, du coup, que vous avez... Enfin, comment vous bossez là-dessus? Ouais. Bah, en fait, souvent, le client, il vient nous voir, il nous dit, bon, bah voilà, j'ai une problématique de marque, d'identité, même de design, de site web, ça dépend un peu de la typologie de client, évidemment, mais en tout cas, ils ont une problématique assez profonde qui fait que ils ont du mal à atteindre certains objectifs. Typiquement, ça peut être, tu as une agence, un client qui vient et qui dit, en fait, on m'identifie comme un acteur, j'en sais rien, mon prix, admettons, il est par rapport à mon marché, il est assez élevé, mais en fait, mon branding, il correspond pas, donc j'ai une image qui est décalée entre en fait, mon pricing et mon image de marque. Exactement. Et même, si tu veux, on peut même prendre le cas le plus simple et qui vient qu'on a très souvent, c'est j'ai fait une levée de fonds, j'ai montré que mon projet était viable et j'ai des premiers clients. Maintenant, je dois être un petit peu plus premium, un petit peu plus moderne et montrer que ça y est, je peux être numéro 1 sur mon secteur d'activité. En général, c'est ça. Ouais. Et souvent, ils n'ont pas fait de branding avant, ou alors quelque chose d'assez light, un truc assez rapide, ou du moins qui a été fait il y a très longtemps et du coup, ils ont vraiment besoin de retravailler dessus. Donc, nous, on reçoit ce brief-là. Et donc là, nous, on travaille toujours d'abord sur la partie stratégique. Donc, c'est pas la stratégie de business. Quand je dis stratégie de business, c'est on va pas leur dire faut augmenter le prix, etc., etc. C'est plus stratégie de marque, c'est comment ils se positionnent par rapport justement à leurs objectifs business. Ok. Tu vois, donc c'est un peu différent. Tu peux expliquer un peu typiquement la question que tu te poses du coup? Ouais, en gros, c'est par rapport aux concurrents, où est-ce que je me place? Donc on va faire un graphique, on va placer tous les concurrents, etc. Avec des courbes en disant prix... exactement, ou modernité, ou premium, ou ce genre de choses, tu vois. Déjà, où est-ce que je me place par rapport à ce que j'ai envie de vendre? Parce qu'eux, ils ont envie de vendre des nouvelles choses. Quelle typologie de clients je veux aller chercher maintenant, mais aussi dans 3 ans, 5 ans, 10 ans. Plein de questions comme ça qui sont des questions de business, mais concrètement, si on fait ces changements business, à quoi ça ressemble de point de vue marque, tu vois. Donc, on fait tout ce travail-là, et là, on leur fait un nouveau positionnement. Donc, ils se repositionnent. Donc, ça veut dire qu'ils ont des nouvelles valeurs aussi. Ça veut dire qu'ils ont une singularité qui doit être aussi un peu différente. Qu'est-ce qui va les différencier par rapport à deux agences? Donc, tout ça, on va l'écrire. On va faire ce qu'on appelle la stratégie. Donc, on va travailler toute la partie stratégique là-dessus. Parfois aussi, il y a des sujets parce qu'ils ont plusieurs marques. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les différentes marques? Par exemple, si tu rachètes même une entreprise. Fusion, tu vois, fusion de 2 boîtes. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on a 2 boîtes, c'est celle-ci. On veut faire ça plus tard. Le business, c'est ça. Et dans 3 ans, il va ressembler à ça. Qu'est-ce qu'on fait avec les 2 marques? Est-ce que c'est 2 services? Est-ce qu'on en fait 2 marques différentes? Est-ce qu'on en fait qu'une seule marque et puis on en englobe une, etc., etc., tu vois. Donc tout ça, nous, on répond. Une fois qu'on a ça, et on peut rien faire avant d'avoir fait ce travail-là, parce qu'à la fin de ce travail-là, il y a ce qu'on appelle un brief créatif qui est donné aux designers, aux directeurs artistiques, et qui, eux, vont travailler sur la direction artistique, évidemment, sur la conception rédaction, donc c'est tout ce qui est écriture, copywriting, etc., les assets graphiques, le site web, et après, s'il y a besoin, on le développe le site et tout. Ok. Donc ça, c'est un peu les différents cheminements. Ok. Et du coup, quand tu as ta stratégie de marque, donc en gros, j'imagine à chaque fois, tu valides ça avec ton client. Ouais. Mais du coup, comment tu travailles avec ton client? Parce que c'est quand même des questions...
moi, tu vois, ce que j'observe parfois, enfin, mais c'est par rapport à mon expérience à moi, tu vois, je me dis, en fait, c'est dur de sous-traiter ça à quelqu'un, parce qu'au Oui. final, c'est tellement moi, ma personne, mon entreprise, enfin, il y a un peu une question de, au final, c'est seulement moi qui peux prendre ces choix-là, tu vois, Ouais. tu Bah, vois, t'as raison. enfin, tu peux pas dire, je veux être une boîte généreuse, alors que, enfin, non, mais parce que, en fait, ça Ouais. sonne cool, et après, du coup, t'as un truc qui est pas du tout incarné, tu vois, enfin, comment vous... Exactement. Mais bah, c'est une super remarque. Et en fait, on ne sera jamais, on n'aura jamais la finesse de compréhension de la marque. Ouais. Autant que le CEO, le fondateur ou le CMO avec qui on travaille et tout. Parce qu'en fait, ils y sont toute la journée. Ouais. Donc, ils connaissent. À l'inverse, nous, on apporte une fraîcheur. Ouais. Parce que eux, ils ne savent pas. Enfin, ils sont tellement dedans qu'au contraire, ils savent beaucoup de choses, mais qu'à un moment donné, tu sais plus, tu vois. Tu sais Ouais, plus t'identifies pas, genre par exemple, je dis une n'importe quoi, opportunité, une opportunité, ouais, sur alors qu'en quelque fait, tu l'incarnes dans ton produit, etc. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, ouais. Et je trouve que tu as raison, c'est que l'un des meilleurs branding ou rebranding de marque, c'est quand elle est vraiment incarnée par les fondateurs. Et on voit aujourd'hui toutes les plus grandes marques au monde, Apple, Elon Musk avec toutes ses marques, ou même Facebook, etc., sont toujours incarnés par leurs fondateurs. Et en fait, ça marche qu'à partir du moment où les fondateurs ou les gens en direction croient à ce qu'on a fait. Ouais. Donc, nous, on passe par des interviews, on parle avec eux énormément. C'est plusieurs heures avec eux, on passe du temps pour bien comprendre où est-ce qu'ils veulent aller, pour que le jour où on présente la strat, ils se disent « Ah bah oui, c'est moi. Ouais, Oui, ok, je suis aligné. Oui, c'est ce que j'ai déjà dit. Mais ok, maintenant, c'est bien rangé, c'est propre, il y a des nouveautés. On va aussi nous s'appuyer sur beaucoup de chiffres, d'analytiques, etc. Ok, ouais. pour appuyer certains propos. Mais personne ne se dit « Ah, bah en fait, ça ne me ressemble pas du tout. » Ok. Parce qu'on parle énormément avec eux. Ok. Et du coup, comment tu fais, si on prend des fondateurs tellement forts, tu vois, comme Steve Jobs, Elon Musk et tout, comment est-ce que tu arrives quand même à dissocier le personal branding de la marque? Ouais. Parce que... Après, je pense que il y en a de moins en moins, je trouve, de personal branding dans les grosses boîtes, dans les boîtes qui arrivent. Et encore, je pense que ça pourrait se discuter, mais c'est assez rare qu'on ait des marques où la personne est plus forte que la marque. Ouais, ok. C'est souvent quand même les très, très, très grosses sociétés où ça se fait. Et j'adorais rebrand Apple et X, mais ça n'arrive pas. Et d'ailleurs, souvent, il n'y a pas trop de rebranding sur ce type de société. C'est plutôt des évolutions au fur et à mesure. Il n'y a pas un gros rebranding d'un coup. Toi, Apple, je sais pas, c'est jamais arrivé un rebranding d'Apple, tu vois. Parce qu'en fait, ils évoluent tout le temps et en fait, ils n'ont pas besoin de faire un rebranding à un moment donné. Ils n'ont jamais lâché ce sujet-là, tu vois. Et en fait, ça devrait être ça, d'ailleurs. Toutes les boîtes, ça devrait être ça. Toujours évoluer avec sa marque, alors que tout le monde considère qu'il faut le faire une fois et on va le refaire dans 7 ans. Ouais. Ça évolue tout le temps. Oui, parce que le monde évolue. Oui, le monde évolue, les technologies, tout. En fait, on devrait tout le temps le faire évoluer. Ça ne doit pas être un truc qu'on fait une fois. Il faut vraiment que ça soit un actif, tu vois, quelque chose de vraiment qui fait partie de la boîte. Bon, ça, c'est encore un autre sujet, mais du coup, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir quelqu'un plus important que la boîte. Ouais. Par contre, ça nous est déjà arrivé de créer des marques pour des youtubeurs, pour des gens qui incarnaient vraiment leur société. Et là, pour le coup, on s'appuie vraiment sur qui sont eux et on les met vraiment en avant dans la marque, à travers plein de choses. Mais en tout cas, ça fait vraiment partie de ça. Par exemple, on a fait le rebranding de Legal Place, donc, qui est une... je ne sais pas si tu connais, pour créer son entreprise et tout, en ligne. Et Rassem, qui est un des fondateurs, est très mis en avant sur les réseaux sociaux. Il a même un Insta avec énormément de followers, etc., etc. Et en fait, quand il est venu nous voir, il nous a dit moi, je veux faire le rebranding de ma marque. Qu'est-ce qu'on doit faire? En fait, on lui a dit tout de suite, mais en fait, c'est trop intéressant ce que tu as fait. Il faut qu'on s'appuie dessus. Alors, on n'a pas tout mis autour de ça, mais en tout cas, on s'appuie vraiment là-dessus pour pouvoir en faire un pilier de la marque, tu vois. Dire, à un moment donné, toi, tu dois prendre la parole, tu dois être mis en avant sur la homepage, sur l'Insta même de Legal Place, tu dois être visible, etc., etc. Donc, en fait, on les intègre dans le processus et dans la réflexion. Et du coup, par exemple, si on prend cet exemple-là, chez Legal Place, comment ça s'est matérialisé? Du coup, c'est typiquement par des prises de parole. Il y a d'autres choses aussi où... En fait, ce type de boîte, il y a un peu la problématique de... tu sais pas si, en fait, c'est une IA derrière. Est-ce qu'il y a vraiment des gens... Est-ce que... Enfin, tu sais, c'est des trucs en ligne, en fait, c'est un truc boîte en ligne. Est-ce que c'est vrai, tu vois? Est-ce que vraiment, je vais quand même créer ma boîte? C'est quand même un moment de ma vie d'entrepreneur. Même souvent, t'entends des histoires où les gens, ils ont fait les mauvais choix. Et en c'est fait, ça. Du coup, et après, tu peux pas revenir en arrière. Exactement, Donc, t'as un peu peur, tu vois. Et t'arrives quand même sur une plateforme qui est toute blanche, souvent, c'est un peu ça, qui est fait très start-up. Tu te dis, est-ce que je vais vraiment créer ma boîte avec ce... le truc, est-ce que c'est un scam? Non, mais vraiment, tu vois. Je pense qu'il y a plein de gens qui se sont posés la question. Et en fait, on lui a dit, faut qu'on te mette très haut dans la homepage, quand les gens arrivent, qu'on voit ta tête, parce que t'expliques à chaque fois. Et du coup, t'incarnes le truc. Et du coup, ça fait beaucoup moins fake, parce que tu dis, ah oui, il y a quand même quelqu'un qui est derrière ça. C'est des vrais gens.
Ah ok, si jamais la personne creuse un peu, elle va sur l'Insta, ah oui, il a 1 million de followers, ok, c'est quand même Je le solide. vois en story, il va manger au Ouais. resto à Paris. Ouais, c'est pas ça, un non, mec mais à Dubaï, non. Non, mais en vrai, tu vois, c'est ça, tu vois. Il est vraiment là, c'est vraiment quelqu'un. Enfin, tu vois, donc on rajoute ce genre de choses et du coup, ça humanise évidemment le propos et surtout, ça crédibilise beaucoup plus la boîte, tu vois. Ouais, ok. Et d'ailleurs, toutes les boîtes qu'on refait, on leur dit toujours, n'utilisez pas des photos achetées. IA, c'est clair. Pas de photos achetées sur des banques d'images. Il faut que ça soit réel. Même limite, même si c'est de l'UGC un peu crade, c'est mieux. Ça sert plus que... Ça sert plus que de prendre une photo stock qu'on a trouvée en ligne, tu vois. Ouais, ok, ouais. Pour donner un peu de crédit, parce qu'aujourd'hui, avec l'IA, avec machin, etc., ça peut paraître un peu fake, tu vois. Okay, donc on travaille vraiment sur ces sujets. Ok, ouais. Hyper intéressant. Donc maintenant, une fois qu'on a le brief vraiment stratégique, du coup, comment ça, du coup, sur la partie créative, plus, tu vois, DA, etc., comment du coup ça se transmet et c'est quoi un peu du coup le process, tu vois, pour dans la suite? Ouais, donc on fait la partie strat, on montre au client. 99% des cas, ils valident parce qu'on a fait tellement d'entretiens avec eux en amont qu'il n'y a pas trop de sujets. Et ensuite, donc, comme je disais, il y a la personne en planning strat chez nous fait un brief créatif, écrit, genre voilà, la stratégie c'est ça. Et donc visuellement, il faudrait que ça reste assez sommaire, mais soit plutôt chaud, plutôt ça, plutôt ci, mais sans donner trop de détails, exprès. Pour laisser vraiment Et sans image de référence ou quand même ou... Il peut y avoir, mais en vrai, non, c'est plutôt l'écrit. Ouais. Au contraire, comme ça permet d'avoir un imaginaire un peu différent, tu vois. Et du coup, on donne ça aux créas. Et ensuite, les créas, il y a un peu deux façons de faire. C'est soit on le fait de notre côté et puis on présente au client, soit on le fait avec le client. Ouais. Moi, je préfère le faire avec le client parce qu'en fait, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, on travaille quand même en amont par rapport au brief. On vient avec plusieurs moodboards, plusieurs choses. On dit, voilà, par rapport à ce qui a été dit en strat, ça pourrait ressembler à ça, ça, ça. Donc, on vient avec peut-être 2-3 moodboards un peu différents qu'on pousse. Et tu pars un peu dans des directions... un peu différentes, ouais. Genre, un peu les extrêmes, un au milieu. C'est toujours un truc un peu classique. Parfois, on vient avec un seul parce qu'on est sûr de soi aussi. Donc, ça peut arriver. Et là, après, on le fait avec le client. Ouais. Et donc, on se met 2 heures, 3 heures dans une pièce et on craft directement avec eux, tu vois. Ah, t'es genre avec ton Photoshop Ah ouais, t'es avec ton... Photoshop, Figma, et on fait directement avec eux. Et en fait, c'est pas mal parce que ça permet pour le client d'être vraiment dans le process de création. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ils recherchent ça, même s'ils recherchent aussi beaucoup de créativité, etc., ce qu'on leur apporte à travers la strat, à travers aussi le design et tout. Mais ils veulent être là pour voir à quoi ça ressemble. Il y a plein d'équipes. En fait, on a changé de process il y a quelques années parce qu'il y avait beaucoup d'équipes qui nous ont dit « Ok, c'est super, mais en fait, moi, j'ai pas envie de l'appliquer, votre truc. Ça fait 10 ans que je suis dans la boîte. Vous m'avez même pas... formé à l'utiliser. J'ai même pas eu mon mot au chapitre alors que ça fait 10 ans que j'utilise la marque et j'étais là depuis le début. Et en fait, ils ont raison, quoi. C'est eux qui vont porter la marque derrière. Donc en fait, il faut les impliquer, ces gens-là. Ouais, c'est un atelier du coup que tu fais avec. C'est un atelier, ouais. Donc on le fait avec eux. Évidemment, nous, on a déjà une idée de où est-ce qu'on souhaite aller, donc on essaye de les pousser à aller dans cette direction-là. Mais parfois, ils nous donnent des tips et des idées hyper intéressants qu'on n'avait pas forcément vues parce qu'eux, ils sont au quotidien avec la marque. Et du coup, on co-construit un peu le truc. Donc on fait peut-être le 70% avec eux, genre les couleurs, on sait à peu près les teintes, le type d'icono, d'illustration, on sait à peu près, la police, on sait à peu près, etc. Une fois qu'on a tout ça, on leur dit ok, bah merci, nous on va travailler maintenant de notre côté pour faire ça propre. Et ça, ça dure combien de temps? C'est en une journée ou c'est... Ouais, c'est 2-3 heures. Ouais, parfois c'est 2 fois, parfois c'est 2 ateliers parce qu'on n'a pas vraiment craqué le truc, tu vois. Et ensuite, on retravaille nous de notre côté, on refait tout propre. Là par contre, on pousse énormément le curseur sur cette piste-là. On fait tous les assets, on fait énormément de choses. Et là, on fait une vraie présentation. Là, on pitch le truc avec toutes les idées. On reprend sur la partie stratégique. On parle sur la direction artistique et on leur montre tout. Et en général, du coup, même pour eux, ça va plus vite parce qu'ils ont déjà validé des choses. Ouais, c'est ça. Ils valident les choses. Et une fois qu'on a fini ça, après, on fait vraiment les assets purs. On va faire le site web, on va faire les PowerPoint, etc., etc. Et comment ça se passe si le client il dit vu que c'est de l'impalpable, j'aime pas? Bah, on refait. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas posé les bonnes questions. Ouais. Ça veut dire que... Mais en vrai, ça arrive, c'est déjà arrivé, mais comme la strat a été validée, t'as pas non plus 1 milliard de possibilités. Tu vois, tu peux pas faire des trucs complètement différents. On a suivi le brief, ça ressemble à ça. T'aimes pas, ça, ok, pas de problème, on fait autre chose. Mais l'atelier, normalement, permet aussi de valider, et d'écarter des choses où évidemment, ils n'étaient pas forcément super à l'aise. Et encore une fois, il faut qu'ils l'incarnent un peu le truc, donc il faut qu'ils se sentent à l'aise là-dessus. Donc, si des designers ou des product designers, on leur fait quelque chose, ils disent oui, mais moi, en fait, je suis pas à l'aise avec ce truc-là, j'arrive pas à l'utiliser, machin. En fait, ça marche pas. Et puis derrière, notre design, on aura beau faire un truc magnifique.
s'ils n'arrivent pas à le décliner derrière, on a perdu, quoi. Ouais. Donc, moi, un bon branding, c'est quand les équipes derrière, elles sont complètement autonomes, elles sont super à l'aise avec ce qu'on a fait et que c'est facile pour les équipes de l'utiliser, tu vois. Ah, ok, ouais. Et, et du coup, comment dans tes équipes, justement, quand tu manages ces équipes de DA, etc., comment est-ce que toi, tu peux aussi, tu vois, vu que tu as quand même un rôle en tant que fondateur c'est l'image de l'agence, Ouais. comment est-ce que toi, du coup, tu peux aussi arbitrer si ça va dans la bonne direction ou pas, tu vois? Enfin, j'aimerais creuser un peu ce côté subjectif, tu vois? Ouais. Bah, déjà, on a un directeur de création c'est son métier, Ouais. il fait ça. Ce que je faisais moi avant, mais maintenant, on a quelqu'un pour ça. Mais du coup, le métier, c'est... Il y a un côté feeling. Hein, on va pas se mentir. Et je pense qu'il y a quand même un bon 70%, c'est de la strat. Genre, on peut pas faire n'importe quoi avec tout ce qu'on s'est dit, donc on va pas non plus dans n'importe quelle direction. Après, la question, c'est où est-ce qu'on pousse le curseur? Ouais. Est-ce qu'on va dans quelque chose très avant-gardiste et dans ce cas, le client, il accepte et on y va et on fait un truc incroyable? Est-ce qu'on est un peu plus conservateur? On va faire des trucs, des codes d'aujourd'hui avec du dégradé, avec ce genre de trucs qu'on voit partout avec de l'IA et tout. En gros, le spectre, il est un peu là, tu vois. Okay. Et nous, évidemment, on va aller plutôt par là. On va aller plutôt sur un truc un peu plus moderne, avant-gardiste, qui va devenir un peu la trend dans quelques temps. Ou même pas du tout la trend. Nous, on préfère même ne pas être du tout dans la mode, mais avoir un truc qui reste pendant des années, tu vois. Mais beaucoup de clients ont envie de ne pas prendre de risques et rester là, tu vois. Donc, c'est un peu entre les deux. Mais du coup, comme tu dis, c'est vraiment une question de feeling. Un peu. En fait, c'est juste c'est comme un cuistot, c'est comme quelqu'un dans la mode. Enfin, c'est toujours pareil. Il y a une sensibilité. Et souvent, ils viennent nous voir pour ça, parce qu'ils savent qu'ils peuvent se faire convaincre de nos idées, tu vois. Mais du coup, ça veut dire que toi, dans ton process de recrutement, sur ces postes-là, il y a vraiment un côté feeling. En gros, tu regardes le book de la personne, tu dis ça j'aime, ça correspond à l'ADN de l'agence. On pourrait faire ça. Enfin, comment du coup C'est une bonne question. Bah, en vrai, moi, je regarde que le book. Je regarde même pas le CV, je regarde même pas la lettre de motif, rien. Je regarde juste le book quand on m'envoie le book. Et effectivement, c'est le sujet numéro 1. C'est est-ce que tu sens que la personne est restée un peu bloquée dans les dernières années, elle a suivi juste des tendances, ou est-ce que je vois un book que j'ai jamais vu, qui est nouveau, qui est un peu différent des autres, etc., etc. Et si c'est le cas, là, ça devient intéressant. Et c'est là où on fait un premier rendez-vous. Ce rendez-vous-là, on voit s'il y a un fit, parce que nous, le fit humain est trop important parce qu'on travaille toujours en équipe et tout. Donc, si ça marche pas, ça, c'est hyper compliqué. Et après, oui, en fait, la créativité, c'est le truc numéro 1, quoi. Enfin, en termes de DA, c'est le truc le plus important, quoi. Ok, super intéressant. Et du coup, toi, quand tu dis que vous travaillez beaucoup en équipe, c'est quoi? C'est en gros, du coup, tu disais vous n'avez pas de télétravail? Ouais, pas de télétravail. Vraiment dans... Ouais. Bah, on a une semaine de 4 jours. Ok. Donc, on est 35 heures sur 4 jours. Mais pas de télétravail. Donc, oui, ils ont un week-end de 3 jours, mais par contre, quand ils sont au bureau, tout le monde est là, quoi. Ok. Et en fait, il y a 2 raisons. La première, c'est la culture de boîte, le fait d'être ensemble. Sinon, on n'a pas vraiment de culture. Si tout le monde est en télétravail, il ne se passe rien. Après, ça convient à certaines personnes, c'est ok, mais en tout cas, moi, c'est pas un truc que je souhaite pour l'agence. Et le deuxième point, c'est la créativité, en fait. C'est impossible, on va pas s'appeler, dire venez, on se met un rendez-vous jeudi à 14h pour être créatif. Ça ne marche pas, quoi. Personne n'arrive à faire ça. Donc, ça veut dire que c'est dans les couloirs, je suis en train de manger, tiens, je t'ai croisé machin, j'ai une anecdote, j'ai un truc. Et du coup, il y a des choses qui se passent, quoi. Okay. Et c'est là où ça devient plus intéressant, quoi. Et du coup, c'est comme ça que tu tires le fil, tout d'un coup, tu discutes avec la personne. Du coup, en fait, il y a beaucoup de place quand même qui est laissée... il y a beaucoup d'espaces de liberté qui sont laissés aux équipes. C'est-à-dire que tu peux pas avoir un agenda qui est rempli avec plein de meetings dans tous les sens, non? On essaye. On essaye. Mais en fait, on a beaucoup de gens qui craftent vraiment, évidemment, les personnes qui sont cadres ou qui managent, eux, ils ont beaucoup plus de meetings que les autres. Mais finalement, les équipes qui font la production, oui, eux, ils ont des plages horaires pour travailler sur leur sujet et trouver le petit truc qui fait la différence sur les différents brandings qu'ils vont faire, tu vois. Oui, c'est obligé. Et ils se parlent beaucoup entre eux, et il y a beaucoup de choses où ils échangent, etc. Et c'est là où souvent ça débloque certaines idées et certaines choses, quoi. Ok, ouais. Du coup, comment parce que tu as quand même cette notion, là vous êtes 35, etc. Comment du coup, il y a un peu une question quand même d'industrialiser. Ouais. Je veux dire, quand tu es à 2 à gérer ça, tu peux faire ça un peu au feeling. Du coup, comment
vu qu'il y a quand même un côté un peu craft, comment tu mesures la productivité? Enfin, comment tu... Même, tu vois, enfin, ça, du coup, il y a un peu tout qui en découle. Là, je fais un fixe sur la productivité, mais je veux dire, au final, il y a une question de rentabilité. Enfin, comment, du coup, tu manages tout ça? C'est-à-dire que tu dis, OK, ben, en fait, sur un branding, en fait, la personne, je sais qu'en moyenne, elle doit passer 10 jours. Enfin, comment tu gères ça, en fait? Mais c'est une super question. Et c'est un peu la question qu'on a en ce moment. Parce que, en gros, pendant très, très longtemps, chacun traquait son temps sur chacune de ses missions. Ouais. Et dans ces missions-là, on les divisait en stratégie, T'as X jours pour de la stratégie. Ouais, non, mais enfin, oui. Mais même hormis ça, c'est genre, tu traques le temps que tu passes pour faire le truc, tu vois. Et l'idée, c'est de se dire qu'au bout de 500 projets, 1000 projets, peu importe, bah, on a des métriques de se dire, c'est ça. La direction artistique, ça prend X temps, un site web, ça prend X temps, etc. Donc, on a ça qu'on est en train de vraiment de remettre à jour parce qu'il y avait plein de sujets... c'était pas super cohérent, mais si la personne oublie du coup son tracker, le truc il est faux. Bah, du coup tout est faux. Donc il y a des sujets où on essaye de rendre ça un peu plus facile parce que oui, faut penser à chaque fois dès que je change de projet, de changer de truc, tout ça. Non, mais ça c'est vraiment une question que je vois chez tous mes clients. Quoi. Ouais, je fais tout la même chose. Hein. Et en fait, tu veux traquer parce qu'en fait tu veux de la data derrière, mais en fait si la data elle est mal remplie, t'as de la mauvaise data, donc en fait ça sert à rien. Ouais. Et en même temps tu te dis, mais en fait je le fais quand même parce que mine de rien, au moins même s'il y a de la déperdition. T'as au moins un truc, tu vois. Enfin, moi, je sais qu'à titre perso, je le fais. Oui, ça t'aide. Parce qu'en fait, je me dis, tu vois, après, je regarde, parfois, je me dis, putain, mais ce client, je passe vraiment énormément de temps. Et je regarde les métriques et je me dis, non, mais en fait, c'est juste un feeling. Parce que cette semaine-là, j'y mets beaucoup d'intensité, alors que la semaine d'avant, en soi, j'ai passé très peu de temps. Donc, en fait, au final, ça s'équilibre, quoi. Enfin, mais c'est super intéressant de l'avoir. Parce que c'est vrai que tu peux avoir un feeling de dire, putain, en fait, j'ai l'impression d'avoir bossé de fou. Ou à l'inverse, de pas avoir beaucoup bossé sur ce projet. Et du coup, t'es un peu frustré parce que tu dis, putain, ce projet, je suis moins rentable. Enfin, Exactement. Mais du coup, on est en train de créer un outil interne où on fait tout nous-mêmes, où ça va simplifier beaucoup de choses. Il y a un planning de trafic, il y a un autre planning à l'intérieur, il y a le timer, il y a un truc de to-do et tout, mais un truc maison qu'on va faire nous-mêmes. On va simplifier un peu le truc. Même moi, ce que j'aimerais, c'est automatiser un peu le changement de projet. Est-ce que ça peut détecter... automatiquement avec ton écran. Avec ton écran, tu sais, je sais qu'il y a des outils pour faire ça. Tu vois, donc, ce genre de truc qu'on essaye de mettre en place pour simplifier un peu le truc. Mais sinon, c'était un peu ça le... savoir. Puis après, il y a aussi un peu, tu le sens. Donc, si le client, en fait, il y a aussi un indicateur qui est très fort. Hein. Si le client, il dit toujours pour la même personne, il est en retard, c'est long, bon, tu sais que cette personne-là a besoin de plus de temps pour le faire, tu vois. Ouais. Donc, il y a ça et évidemment le tracker de temps qui aide un petit peu, quoi. Du coup, en gros, si je comprends bien, vous allez simplifier le tracking, vous allez le garder. On va le garder. On va le simplifier, mais on va le garder. Et du coup, tu dédies quoi des jours hommes sur... Enfin, tu dis... sur cette DA, tu as 5 jours, enfin comment c'est ça. En fait, quand on fait le devis, on divise vraiment les services. Donc, on sait que stratégie, on a tant de temps. On sait que j'ai n'importe quoi, 10 000 euros. Sur les 10 000 euros, c'est que la personne coûte 1 000 euros par jour. Vraiment, je simplifie. Elle a 10 jours. C'est qu'elle a 10 jours pour le faire. La personne le sait aussi, qu'elle essaie de faire en sorte de rentrer dedans. Mais je rajoute quand même un petit bémol là-dessus, c'est que avant tout, satisfaction client pour nous. Donc, je préfère largement perdre de l'argent, mais que le client soit satisfait que l'inverse. Parce qu'on travaille que au bouche à oreille. Et en fait, un client insatisfait, il va en parler beaucoup plus facilement d'ailleurs qu'un client satisfait. Donc, je préfère perdre un petit peu d'argent sur un projet, mais qu'il soit hyper satisfait à la fin. Ok. Donc tu communiques vraiment le nombre de jours à tes équipes. Et puis comme comme ça, c'est clair. Ils ont toutes les infos. Quoi. Ok, mais hyper intéressant. Et du coup, si on revient un peu à ton outil maison, là, c'est quoi pourquoi t'en es venu à ça parce que les outils sur le marché, il n'y avait pas ce que tu voulais? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque toujours le petit truc adapté pile poil pour ton truc. Donc on a 3-4 outils différents. On a évidemment l'agenda, on a Notion et aussi un peu galère Notion pour le trafic, c'est pas super. On a le truc le timer là, ça s'appelle Harvest. On a un autre truc pour la facturation. En fait, t'as plein d'outils. C'est cool, mais tu switches tout le temps. Tu dois ressaisir des trucs. Tu vas ressaisir des trucs plusieurs fois. Donc tu perds un temps de dingue. Personne se rappelle finalement de où est l'information du truc et tout. Et en fait, il y a des trucs qu'on aimerait faire qu'on n'arrive pas à trouver l'outil pour. Donc là, on est arrivé où on s'est dit en fait, il faut le faire. Puis surtout grâce avec maintenant Claude Code et tout ça, tu peux. Exactement. Et en fait, ça a été ça un peu le déclencheur, c'est que là, avec Claude Code récemment, on s'est dit en vrai, ça devient plus facile, plus rapide de le faire. Avant, ça aurait été un peu c'est ça. Après, trop galère. Mais là, moi, je fais tout le design. Avec les équipes, on fait tout le design sur Figma. Donc, toutes les fonctionnalités, on est sûr. On a un dev qui va s'en occuper, il va tout faire et ça va être super rapide. Et puis après, on est tranquille. Tu vois. Et on a un truc à nous.
Et on sera beaucoup plus efficace, quoi. Ah, trop bien. Du coup, là, vous êtes 35. Tu me disais, c'est quoi, vous êtes organisé comment du coup? C'est quoi? Vous avez des pôles un peu? Ou Déjà, on ça est. suit le process un peu créatif, ce qu'on s'est dit ou... Ouais, oui, Ouais. oui, c'est exactement ça. En fait, surtout, on est divisé en 3 bureaux. Ouais. On a donc Rouen, parce que je suis originaire de Rouen, donc Ouais. on a encore une partie de l'équipe qui est là-bas. Paris, parce que maintenant j'habite à Paris. Et on a aussi mon frère qui est maintenant à Londres pour développer l'agence à Londres. Donc là, ils sont 4 et l'idée, c'est que tous les prochains, prochaines embauches seront sur Londres maintenant. Mais du coup, déjà, ça divise un peu les équipes. Et ensuite, évidemment, direction artistique, donc vraiment design pur. Dedans, il y a plein de choses. Il y a la direction artistique, il y a création web designer, UX designer, motion designer, illustrateur. Tout ça fait partie un peu du pôle design. On a la partie stratégique, où ils sont 2. La partie conception et rédaction, donc c'est vraiment l'écriture. Là, ils sont 2 également. Après, on a 5 personnes en gestion de projet. On a 4-5 développeurs. Voilà. Ok, ouais. Et du coup, c'est vraiment découpé par fonctionnalité, quoi. Ouais, c'est vraiment chacun a son rôle bien défini. Et à la tête, tu as à chaque fois un lead comment ça... Bah, tu vois, par exemple, conception et rédaction, ils sont à peu près sur le même niveau, quoi. Il n'y a même pas forcément qui lead plus. Et du coup, c'est toi qui les gères en direct ou comment? Ça dépend. Il y a Léonard, mon frère, qui s'en occupe. Il y a Pierre, qui est notre directeur de création, qui s'en occupe aussi. On a Claudia qui s'en occupe aussi. On a d'autres personnes qui managent aussi. Donc ça dépend un peu qui, mais de toute façon, moi, je regarde tout. Léonard aussi. Donc je sais exactement ce qui sort et tout, mais ça dépend. Vraiment, ça dépend. Et juste pour revenir à ton truc là sur la partie design, alors oui, c'est découpé sur tous les autres trucs, mais historiquement, le design est découpé beaucoup en direction artistique, UI designer, enfin web designer, motion, illustrateur. J'ai une grosse chance à me dire que tout ça, ça va être un peu un seul et même métier dans quelques années. Avec l'IA et tout ça? Avec l'IA et tout, ouais. Alors là, il y a 2 jours, Figma a sorti un nouvel outil pour faire du motion directement dans l'outil. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de web designers qui vont être capables de faire du motion même de base assez rapidement. Pareil, pour développer un site web, tu mets ta maquette, tu le mets dans Claude ou dans d'autres outils, ça fait tout de suite le site. Donc les développeurs pour ça, peut-être un peu moins pertinent, mais plus pertinent pour d'autres choses. Donc pour moi, tout ça, ça va devenir un peu un seul et même métier où tu vas être surtout créatif. Ça va être le truc le plus important. Alors arriver à trouver une idée qui est nouvelle, qu'on n'a jamais vue et que l'IA est incapable de trouver tout seul. Par contre, tous les assets autour. Oui, en fait, ça va être plus des orchestrateurs. C'est ça, ouais. Il va utiliser après l'IA pour créer tous les assets qui est autour, le site web, le motion, tout ça, tu vois. Ok, ouais. C'est plus ça. Donc, c'est pour ça que l'idée créative, pour moi, va énormément primer dans les prochaines années. Et je pense même que les clients vont attendre que ça. Et qu'après, ça sera juste un LLM, un prompt qu'ils vont utiliser pour pouvoir créer tous les assets autour. Quoi. On va y revenir plus tard. Pardon, je spoil un peu le... C'est bien, comme ça les gens vont rester jusqu'à la fin. Du coup, toi, si je comprends bien, vous avez Londres. Du coup, comment ça se... En gros, les personnes de Londres, elles travaillent juste sur les clients des UK ou est-ce que vous avez... toutes les équipes qui travaillent ensemble en fait sur les différents projets, enfin comment vous avez, ou c'est quoi un peu votre vision, parce que là pour l'instant il y a 2 personnes, mais comme tu disais les prochaines embauches sera là-bas. Bah en fait pour l'instant on mélange tout. Il n'y a pas de eux ils sont que à Londres ou que à Rouen ou que à Paris. Est-ce que demain ça va changer? J'en sais rien. Je crois que j'ai pas trop envie parce que du coup ça veut dire qu'en fait c'est presque 2 entités différentes si je fais ça. Donc je sais pas. Néanmoins, il y a quand même un... Ça dépend si en fait il y a une question de... Enfin moi je pense s'il y a une question de marché, c'est-à-dire le marché UK il est totalement différent en termes de design et du coup... non mais c'est sûr. Mais je pense... En vrai, non, je pense pas. Mais après, il y a juste une question assez logique de non, en fait le client il veut voir l'équipe toutes les semaines ou machin. Et donc en fait ça n'aurait pas de sens de faire venir les gens de Paris. Oui. Mais comme aujourd'hui il y a beaucoup de trucs qui se fait en visio, même si on est quand même assez adepte au physique, mais... Je pense pas. En tout cas, l'idée, c'est que j'ai envie de garder cette cohérence de structure de boîte. Et on verra ce que ça donne, quoi. Ok. Et du coup, toi, tu disais... en gros, vous avez commencé l'agence à Rouen, c'est ça? Ouais. Et du coup, vous avez monté un bureau à Paris. Enfin, c'est quoi un peu... Comment vous en êtes arrivé là En fait, moi, déjà, j'ai commencé à être... product designer, enfin UX designer à San Francisco, dans une boîte qui s'appelle Xola. J'ai aussi une expérience chez Uber.
Du coup, j'ai fait pas mal de design et tout, à San Francisco. Et c'est un peu là où j'ai un peu appris le métier et j'ai trouvé ça incroyable. Et j'ai pris vraiment une claque quand j'ai bossé. Donc, c'était il y a 15 ans, donc ça remonte un peu. Et donc, quand je suis revenu en France, j'ai gardé ces clients-là. Donc, j'ai continué. D'ailleurs, ce client Xola, j'ai toujours aujourd'hui. Ça fait 15 ans que je travaille avec eux. Donc, c'est trop cool. Et en fait, j'ai dit, bon, bah, je vais me lancer en free. Je venais de terminer l'école. Je vais me lancer en free, je crée mon truc. J'ai commencé à avoir pas mal de clients. J'ai demandé à ma femme de venir m'aider parce qu'elle était, elle, chez My Little Paris, une boîte à Paris, etc. Elle est très forte en gestion de clientèle et tout. Donc, je lui ai dit, bah, est-ce que ça t'intéresse de venir ? Elle m'a dit, bah ouais, grave. Donc, on a commencé à 2 pendant une année. Mon frère, Léonard, lui, était à l'école 42 en tant que développeur. Et pareil, moi, je faisais les sites. Ma femme les vendait. Mais quand il fallait développer les sites, il n'y avait plus personne ou alors c'était pas très bien fait, quoi. Donc, on était un peu frustrés du truc. Donc, je dis, bah non, il nous faut quelqu'un. Et je voulais absolument... Enfin, travailler en famille, ça a toujours été un truc cool, tu vois. Enfin, en tout cas, pour moi. Et donc, il est venu et on a commencé à 3 Enfin, on a commencé à 3 au début. On est resté quand même pas mal de temps à 3. Après, on a créé vraiment Bruno. C'était il y a 6 ans. Ouais. Et du coup, on était à Rouen au début. Et en fait, après, on s'est dit, bon, en fait, il faut qu'on ouvre aussi à Paris parce que 80% de nos clients français sont à Paris. Et Ouais, donc, tu faisais beaucoup la navette, en fait. Je faisais la navette, ça n'a pas de sens. Même toutes les équipes qu'on voulait embaucher, c'était que des gens sur Paris. Oui, parce donc, que tu as quand même cette question de la créativité, de trouver les viviers là où sont les personnes. Ouais, et malheureusement, pour Rouen, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Ouais. Je pense que je les connais tous. Donc tu tournes vite en rond. Donc, il y a quelques personnes que j'ai réussi à faire déménager au début. Mais je me suis dit, si ça doit être une négo à chaque fois, c'est trop compliqué, quoi. Trop compliqué. Et comme je voulais absolument pas faire de TT, enfin, télétravail à distance et tout, bah, je me dis non, pas le choix. Parce que tu as essayé le TT à un moment ou même pas ? Un petit peu, mais franchement, moi, je déteste. Même moi, je bosse jamais chez moi, quoi. Ok, ouais. Vraiment, j'aime pas du tout. Je trouve que t'as pas ce truc. Enfin, je sais pas. Mais je pense que c'est une question de culture, en fait. Ouais, parce que chacun son truc. Hein, mais moi, c'est un truc qui me plaît vraiment pas. Et ça veut pas forcément dire non plus que je suis toujours en train de parler. Même au contraire, je suis assez solitaire dans mon taf, tu vois. Mais t'as besoin de cette émulation collective. Mais j'ai besoin de voir les gens, j'ai besoin de voir sur quoi ils travaillent. Parfois, il y a l'idée qu'il a fait, c'est trop cool et tout. Ça peut aussi m'inspirer pour mon truc et tout, tu vois. Ah, ok, ouais. Donc voilà. Et après, on a ouvert les bureaux à Paris il y a un peu plus de 2 ans maintenant. 2-3 ans, ouais. Et voilà. Ok, ouais. Et du coup, vous n'êtes pas dit on va fermer Rouen. Enfin, c'était quoi c'était par rapport aux équipes ou il y avait déjà 15 personnes à Rouen. Donc, ok, d'accord, ok. Donc non, j'allais pas fermer Rouen. Ouais. Et même la culture à Rouen, elle est incroyable parce que c'est vraiment là où tout a commencé. Ouais. C'est là où il y a les gens qui sont avec nous depuis le plus longtemps. Et jamais... Et même aujourd'hui, c'est encore le bureau principal. Ouais. Toutes nos réunions mensuelles, on les fait à Rouen. Et ça restera toujours Rouen. C'est vraiment le bureau le plus important. Donc ça, c'est super important pour nous de le garder. Ça fait vraiment partie de notre histoire, notre culture et tout. Donc, on va regarder. Et comment vous gérez justement ce côté un peu multisite ? Vous avez une réunion mensuelle, c'est ça ? Réunion mensuelle où toutes les équipes vont à Rouen. Ouais. On essaie... moi, j'essaie d'y aller... Enfin, je dis ça, mais je le fais jamais. Mais j'essaie d'y aller une fois toutes les 2 semaines. Des équipes de Rouen viennent pas mal aussi sur Paris parce qu'on a des clients qu'il faut pitcher. Ouais, il faut pitcher, etc. Donc, ils viennent aussi pas mal. Et du coup, ça se voit un peu comme ça. Et puis ça marche. Franchement, ouais, ça marche bien. Ok, ouais. Super intéressant. En préparant l'épisode, tu me disais, toi, ce qui est hyper important pour toi, c'est l'expérience client. Ouais. Et tu me disais que tu préfères avoir un projet qui soit moins abouti, mais une super expérience client. Est-ce que tu peux développer un peu comment t'en es arrivé à ça ? Ouais, c'est un peu le truc anti-designer ou directeur artistique parce que le seul truc qu'ils veulent, c'est que ça soit magnifique. Ouais. Mais en fait... Et après, t'entends toutes les histoires des états d'âme, du cliché des créatifs, tu vois. Non, mais bien sûr. Et en fait, même si depuis tout à l'heure, je dis faut être hyper créatif et c'est le seul truc qui est important quand on embauche et tout, hormis le fit, un fit c'est encore plus important, mais en tout cas, c'est ce qu'on recherche. On marche comme je disais tout à l'heure, que au bouche à oreille. En fait, un client, il va plus se rappeler de toi parce que ça s'est bien passé que parce qu'il a trouvé ça beau. Ouais. Donc, ça peut être le truc le plus magnifique possible. Si ça a été une douleur pour le client pendant 6 mois, parce que c'est quand même des budgets conséquents et une timeline conséquente, en fait, derrière, il ne va pas te recommander. Il va avoir du mal à déployer sa marque. Donc, le branding va être raté, tu vois. Donc, ce serait la pire des expériences. Donc, moi, je préfère que limite, et ça nous est arrivé plein de fois,
qu'on on se restreint un peu sur la DA, parce que souvent il y a un peu je parle souvent je mets en dualité ces deux trucs-là, parce que souvent le DA veut aller beaucoup plus loin en DA, et le client, lui, a peur, parce qu'il se dit, ouais, mais moi j'ai jamais vu ça, trop de risques, j'ai jamais vu ça, alors qu'en vrai, pas du tout, mais bon, ça se discute, mais eux, ils ont peur parce qu'ils n'ont jamais vu, et à partir du moment où ils n'ont jamais vu, ils disent, bon, en fait, c'est pas ça qu'il faut, tu vois. Donc, ils veulent copier les voisins, ils font tout ça, tu vois. Bon, voilà. Et donc, le DA, il dit, non, mais il faut faire ça. Et souvent, c'est à ce moment-là où il y a un gap, et il y a une frustration, tu vois. Il y a une tension qui se crée. Et de la part des DA, parce qu'ils disent, putain, mais en fait, je vais encore faire un truc comme j'ai déjà fait, comme le voisin, une fois, c'est relou, j'ai pas eu tout envie. Donc, ça l'énerve. Et le client, il dit, mais putain, on m'écoute pas, on n'arrête pas de me proposer un truc, c'est pas ça que je veux, tu vois. Donc, moi, je préfère parfois, et ça nous arrive plein de fois, vous dire, on va faire ce que vous souhaitez. Évidemment, on va apporter des choses nouvelles parce que c'est hors de question qu'on copie. Il sort hors de question qu'on fasse un truc comme les voisins. Mais on va pas aller, je suis OK pour pas aller jusqu'à là. Mais au moins, le client, il va être satisfait. Potentiellement, ça va plus vite parce qu'il va valider aussi plus rapidement et parce qu'il se sent confortable, etc., etc. Et du coup, ça passe mieux. Et oui, on va peut-être pas faire un cas d'étude sur ce projet-là. Oui, on va peut-être pas communiquer comme des fous sur ce projet-là. Mais le client, il va être trop content, il va se sentir à l'aise, il va pouvoir le déployer. En fait. Il va l'appliquer, il va le déployer facilement avec ses équipes, il va être heureux, il va se sentir à l'aise. Je préfère 100 fois ça que de me dire je vais faire un truc pour mon portfolio, je m'en fous. Ouais, ok. Super intéressant. Parce qu'en plus, je pense, et ça c'est peut-être pour s'il y a des créatifs qui t'écoutent, le portfolio est oui, méga important, mais ça a beaucoup plus de valeur quelqu'un qui te recommande que quelqu'un qui voit ton portfolio, tu vois. Non, mais c'est clair, quand t'as un client qui te dit j'ai bien travaillé avec lui, va le voir, en fait. C'est sûr, t'as 80% de chance de bosser. signer. Quoi. Ouais, exactement. Donc, super intéressant. Du coup, comme tu l'as déjà teasé, l'IA, ça chamboule énormément ton métier. Ouais. Toi, du coup, ta vision, si j'ai bien compris, c'est tu dis qu'en fait, toute la partie delivery, en fait, elle va être revue. Ouais. Du coup, toi, tu adaptes l'organisation de ta boîte en conséquence. C'est comment, en fait, toi, ta vision là-dessus, où tu dis, en fait, on va uniquement recruter que des jobs justement sur la créativité. La croissance, tu vas juste la chercher sur la créativité. Tu dis, même en termes de chiffre d'affaires, je vais chercher moins sur les autres pôles. Enfin, comment tu vois ça? On peut parler après de la partie business, mais sur les profils, bon, déjà, je pense que tout le monde est créatif. Hein. C'est juste qu'il y en a, ils le pratiquent pas, donc ils le savent pas, tu vois. Pour moi, il y a un truc. C'est pas genre t'es créatif ou tu l'es pas. Oui, non, mais je pense qu'il y a plein de gens qui pensent ça, et je pense que je l'ai pensé pendant beaucoup d'années. Et en fait, je me rends compte que c'est un muscle, et il y en a qui sont moins bons que d'autres, hein, il y en a qui sont meilleurs que d'autres aussi, mais ça reste, il y en a, ils ont ce truc inné où ils ont toujours été créatifs à trouver des idées, il y en a d'autres un peu moins, mais néanmoins, même si demain je change complètement l'organisation de la boîte, ceux qui sont un peu plus dans l'exécution chez nous, ils deviendront créatifs parce qu'on va tout faire pour qu'ils le deviennent, et je sais qu'ils seront très bons, tu vois. Donc pour moi, c'est pas trop un sujet, mais effectivement, tu l'as dit, c'est que l'IA, et je pense que tu le vois toi aussi tous les jours dans ton métier, hein, ça crée de plus en plus facilement des choses très rapidement, du design, des vidéos, du motion. Ça fait toujours des trucs géniaux à 80%. Oui, voilà, à 80%. Il te reste le 20% que tu es obligé d'y aller. Enfin, tu es obligé de le faire à la mano, mais néanmoins, ça le fait, tu vois. Ouais. Donc, ça, c'est aujourd'hui, mais dans 5 ans, probablement, ça va le faire à 90, 99%, tu vois. Donc, ça veut dire que nous, en tant que designer, on doit commencer à réfléchir à ça, tu vois. Enfin, et même depuis longtemps, ça fait comme j'ai un bouton que c'est là. Et donc, moi, ma prédiction, j'en sais rien si c'est vrai, hein. Enfin, je pense que ça sera ça, mais c'est qu'il faudra pousser cette logique de créativité où l'IA, elle, est incapable d'être créative parce qu'elle fait qu'un assemblage de données. Et donc, nous, par contre, on peut faire un assemblage de données de choses qui normalement ne vont pas ensemble, et c'est pour ça qu'on arrive à trouver l'idée créative, un truc un peu nouveau, etc. Donc, cette nouveauté, moi, c'est ça qui m'intéresse, et c'est par la créativité qu'on peut y arriver. Et qu'ensuite, la personne ait des connaissances, on va dire, un peu abstraites, enfin pas abstraites, mais on va dire le 80% de tout ce qu'il y a autour, donc site web, motion, etc., etc. Parce que ça, en fait, il va le générer automatiquement, et que potentiellement, après, il peut y avoir des experts sur les sujets pour aller finir le 20% que tu dis, tu vois, pour aller un petit peu plus loin. Mais que, en tout cas, le directeur artistique, ça va être surtout ça, il va plus faire du tout d'exécution, quoi. Ouais. Et que, en fait, à la fin, on va livrer à aujourd'hui, on livre à nos clients un book où dedans il y a toutes les règles d'utilisation, quel type de photo faut utiliser, comment on doit utiliser le logo, etc. C'est des trucs qui font 100 pages, ça saoule tout le monde. Vraiment, ça saoule tout le monde. De le faire ou de les lire. deux.
Ah non, mais les deux. Mais tout le monde le veut parce que tout le monde se dit, en fait, on est obligé d'avoir ça, sinon on va faire comment pour déployer la marque? Mais maintenant, tu vas faire un agent, du coup, mais, qui va analyser. Mais oui, mais en fait, ça sera beaucoup plus cohérent. Parce qu'en fait, tu vas te dire, j'ai besoin de 3 posts réseaux sociaux où en fait, dedans, je vais mettre ça. Est-ce que tu peux me les faire avec les règles, assets qu'on m'a donné. Les assets et les règles qu'on m'a données. Aujourd'hui, non, tu dois scroller dans le PDF, regarder le truc. Ctrl F pour trouver le truc post, ouais. Et encore, ça se trouve, le mot que tu as mis, c'est pas le verbatim que nous on a mis, donc tu trouves pas. Enfin, personne le fait. Et donc la marque, au bout de 6 mois, si c'était pas un peu rigoureux, elle se délite et c'est plus à quoi. C'est plus ce qu'on avait fait, quoi. Ouais. Donc, ce sera beaucoup plus cohérent. Et donc, nous, je pense qu'à la fin, on va livrer ça. On est déjà un peu dessus, mais il faut qu'on bosse encore un peu parce que c'est pas encore super abouti. Mais un prompt, un agent avec tout dedans, et tu auras juste à poser des questions et ça va te faire les trucs, quoi. Ok, super intéressant. Ouais. Et du coup, sur la partie plutôt business, comment tu te projettes là-dessus, du coup, sur les recrutements, etc. Ouais, sur la partie business pure, je pense que les clients viendront donc juste pour l'idée. Ouais. Un peu comme dans... ça dépend de quelles agences, mais des agences comme on peut imaginer une agence de pub où là, il va te trouver l'idée pour ta pub. Il cherche le just do it, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ce truc-là, tu vois, vraiment ce truc très punchy, ton idée, ton angle à prendre, qui va venir avec la strat, mais qui va se découler sur un concept de direction artistique. Je pense que c'est ça qu'on va vendre demain. Beaucoup moins l'exécution, parce que eux, ils vont le faire eux-mêmes, tu vois. Même une personne toute seule sera capable de faire le travail de 3, 4, 5 designers d'aujourd'hui. Donc, je pense que c'est ça qu'on va vendre et beaucoup moins l'exécution, ce qui nous arrange en vrai. Je pense que ça arrange tout le monde parce que, 1, c'est très cher pour les clients, l'exécution, parce que c'est là où on passe le plus de temps. De 2, aucun designer n'aime faire ça. Pourtant, moi, je trouve que c'est le truc le meilleur parce qu'en fait, c'est ce que les gens voient à la finalité. Personne ne voit la direction artistique en elle-même. Oui. Les gens voient l'asset, enfin, tu vois, le site, ou le flyer, ou le post de réseaux sociaux, l'affiche, ou tout comme ça, tu vois. Moi, j'adore faire les assets, quand je faisais du design. Aujourd'hui, personne n'aime faire ça. Tout le monde veut faire le truc créatif. En fait, il y a un truc un peu de routine, quoi. Tu te mets sur ton truc et tu déroules. Ouais, c'est ça. Mentalement, je pense que ça te bouffe pas trop, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Actuellement, là, ce que j'observe, c'est avec les clients, on passe énormément de temps sur des tâches en fait qui cognitivement sont demandantes. Ouais, bien sûr. Ouais. Et du coup, t'as plus ta petite tâche là, tu sais, où tu te prends 2 heures pour faire des petits trucs, tu vois, et tu te dis, bon, à la limite, j'écoute un podcast en parallèle, tu vois. Enfin, C'est trop bien. Et puis, donc, t'as ce côté un peu routine et tout qui est super intéressant. Et surtout, tu sais que ce que tu fais là, en fait, la personne va voir ça. Va pas voir le choix de tes couleurs, de ta police et tout. Enfin, ça, il va pas jamais le voir. Le brand book, il va jamais le voir. Par contre, ça, il va le voir. Mais bon, ce truc-là, de toute façon, personne ne veut le faire. Donc en fait, ça arrange un peu tout le monde. Okay. Alors oui, ça sera peut-être un peu moins cher. Enfin, quoique encore, je sais pas, parce que peut-être la partie créative va devenir plus chère parce qu'il va falloir être vraiment meilleur. Là où aujourd'hui, tu peux encore te cacher derrière les assets et te dire, en fait, je vais t'en faire plein. Et donc, tu le vends cher. Peut-être que demain, l'idée sera plus forte et il coûtera beaucoup plus cher parce qu'il faudra trouver des bonnes idées. Parce qu'en même temps, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Mais du coup, ça veut dire que toi, en termes de business aussi, ça veut dire que potentiellement, vu que tu vas pouvoir vendre moins cher, enfin ça dépend, comme tu dis, si l'idée vaut plus cher, après au final tu t'y retrouves, quoi. Ouais. Et du coup, ça veut dire que tu veux, là, comment tu vois ça à court terme, c'est tu te dis faut qu'on fasse plus de volume ou pas encore, ou comment tu l'observes sur le marché aussi? Est-ce que tes clients, tu vois, ils négocient déjà plus sur cet aspect-là, où ils disent avec l'IA, je le vois déjà, hein. Moi, là, hier, pas plus tard qu'hier, il y a une cliente qui me dit vous faites pas les assets, juste exactement ce que je t'ai dit, un LLM, un prompt où je vais pouvoir avoir toutes les règles dedans. Et je vais me débrouiller dans mon cloud design et puis je vais me débrouiller après. Donc on me le demande déjà, tu vois. Donc je l'ai déjà dit, je peux te le faire, ça va pas être génial, hein, parce que les outils sont pas encore méga carrés pour pouvoir le faire correctement, tu vois. Mais je vais te le faire. Et en vrai, c'est un bon exercice, tu vois. Mais bon, je sais pas s'il faut plus de volume ou pas. En vrai, j'arrive pas à savoir. En vrai, c'est trop dur de me projeter, quoi. Mais c'est une super question. Hein. Mais du coup, tu vois ça comment, hein? Tu te dis plutôt à court terme, on continue comme maintenant et je suis à l'affût là-dessus, ou c'est... J'essaie de plus en plus de tendre sur ce truc qui est LLM, prompt, tu vois. On le fait déjà sur la conception et rédaction, c'est plus facile parce que c'est déjà écrit, tu vois, c'est un truc très écrit et tout. Voice, tu peux te baser sur des templates. Exactement. Et nous, en fait, on l'a un peu fait différemment, c'est qu'en gros, c'est plus un outil pour corriger que pour écrire à la place des gens. Parce que de review, quoi. Enfin, de review et de check. Parce que je trouve ça beaucoup plus intéressant que la personne, au bout de 10, 15 checks, disent « Ah oui, les règles, c'est ça, en fait. Ça y est, j'ai compris les règles. » Qu'elle soit obligée à chaque fois de redemander à l'IA pour pouvoir le faire. L'idée, c'est qu'elle soit complètement autonome, que même parfois, elle n'a pas besoin d'utiliser l'IA pour le faire et que dès qu'elle est dans son outil de design ou autre, elle puisse le faire sans devoir demander à l'IA parce qu'elle a compris les règles, tu vois.
nous, peut-être le design, ça sera de la même façon, ou peut-être pas d'ailleurs, j'en sais rien, mais Ouais. d'avoir un truc un peu où les designers et les créatifs dans la boîte apprennent aussi le travail qui a été fait, tu vois, et que ce soit pas juste, ils appliquent des choses qu'on leur a données, quoi. Ouais, ok. Super intéressant. Du coup, on va passer aux questions de la fin. Rapide question. Toi, t'as monté Bruno du coup avec ta femme et ton frère. Ouais. Comment ça se passe l'entrepreneuriat en famille? Est-ce que vous êtes mis des règles ou des choses comme ça, tu sais, genre au fait à Noël on ne parle pas de Bruno. Après vu que c'est le nom je crois de ton grand-père. Ouais, c'est mon grand-père. Ouais, donc on oublie d'en parler. Mais non, mais déjà ma femme est plus avec nous depuis 4-5 ans que maintenant. Elle est maintenant dans une autre boîte et tout. Elle a toujours voulu créer aussi son truc et tout. Donc voilà, mais bah en fait il faut vraiment bien séparer. Enfin, je pense que ça dépend des familles et des gens, mais qu'à nous, ce qui a fonctionné, c'est bien diviser les rôles. Ouais. C'est à partir du moment où il y a des rôles qui sont un peu en même temps. C'est-à-dire que, admettons, toi, tu es plus sur la partie business. C'est c'est ça. Ouais, toi, c'est se dire, voilà, toi, tu t'occupes de ça, c'est ton sujet. Toi, ça, c'est ton sujet. Toi, c'est ton sujet. Évidemment, on a toujours des réunions pour savoir où est-ce qu'on va. Tout à fait. Truc un peu plus vision, tout ça. Mais oui, il faut qu'on ait un truc bien défini. Sinon, enfin, en tout cas, pour nous, sinon, c'était trop compliqué. Mais en vrai, ça a duré 10 ans pratiquement. Donc, en fait, ça a trop bien marché. Et la preuve, on a créé l'agence parce qu'en fait, on s'est rendu compte que bosser ensemble, c'était trop bien. Et du coup, il fallait qu'on crée concrètement quelque chose, quoi. Et je sais que pour certaines personnes, c'est pas envisageable de travailler avec sa femme, son frère, sa famille. Et c'est dur. Mais moi, ça a toujours été une évidence. Mes parents ont travaillé ensemble pendant des années. Mon grand-père, donc Bruno, il a travaillé avec sa femme pendant des années. Mes oncles, ils travaillent avec leur femme. Enfin, c'est un truc familial, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec ma femme aussi. Franchement, moi, j'ai trouvé ça trop bien. Ouais, bah voilà. En fait, tu passes déjà beaucoup plus de temps ensemble. Je trouve que tu abordes des sujets qu'en vrai, sinon, tu n'aborderais pas parce que tu te vois juste le soir. Et même, je trouve que tu vois, dans la notion de couple, ça te rend beaucoup plus fort. Ouais, je suis d'accord. Je suis carrément d'accord avec ça. Parce qu'en fait, tu peux pas éviter les sujets. Donc, c'est sûr, il faut les affronter, tu vois. Il faut les affronter. Mais si tu gères ça de manière intelligente et humble, je pense que c'est hyper puissant. Ouais, c'est hyper puissant. Et puis, t'as un. Il y a une confiance aussi, tu vois. Alors ça, t'as carrément. Enfin, tu vois, moi, c'est mon frère qui fait les montages du podcast, tu vois. Ah, donc tu bosses avec ton frère? Ouais, je bosse avec mon frère. Ah ouais. Et t'as fait avec ta femme aussi? Ouais, j'ai bossé avec ma femme, on a lancé une marque de maillot de bain. Ouais. Mais là, tu vois, pour le podcast, c'est mon frère qui monte. Et du coup, en fait, il y a une confiance, tu vois, qui est là. En fait, tu sais, voilà, et c'est sûr qu'il faut être carré et tout. Justement, pour préserver la relation, t'essaies aussi. Enfin, nous, ce qu'on se dit, c'est on essaie d'être très carré, tu vois, pour être réglo, tu vois. Mais il y a une confiance, tu sais que, voilà. Tellement. Mais c'est sûr, tu sais qu'il va pas te faire un truc bizarre. Exactement. Donc ça, c'est clair, la confiance, pour moi, ça n'a pas de prix, quoi. Donc. Non, mais si tu connais, je pense que tu sais, quoi. Ouais, non, tout à fait. Ok, c'est quoi la pire erreur de management que tu as faite ou celle qui t'a beaucoup appris? Management dans quel sens? Humain avec tes équipes. Ouais. J'ai été pendant très longtemps très froid avec mes équipes. Et très peu avec eux. Quand tu dis froid, c'est distant? Ouais, c'est distant. En disant, moi, je veux pas créer trop de liens. Ouais, je veux pas être trop pote avec eux, etc. Et en fait, faut pas être pote. Ça, c'est clair. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, moi, je trouve pas que ça soit le bon truc. Mais il y a un juste milieu où il n'y a pas besoin d'être froid, où il n'y a pas besoin d'être distant, où il n'y a pas besoin de... Et j'ai changé il y a quelques années où je me suis dit, en fait, faut que je sois pareil dans la vie et avec les gens, et en fait ça sera naturel, faut être le plus naturel possible, en fait, c'est juste ça, quoi. Ok. Et du coup tu y as vu du bénéfice? Ouais, de fou. Les gens ils me parlent beaucoup plus, ils sont beaucoup plus ouverts avec moi. Alors qu'avant ils avaient peut-être moins confiance, ou comment? Ils avaient plus peur, quoi. Ils avaient plus peur et tout. Alors parfois, pour certaines personnes, je pense il y a peut-être certains CEO qui diraient c'est bien parce que du coup tu peux faire passer des trucs et tout. Moi je trouve ça horrible, en vrai. Mais en vrai c'est beaucoup. Aujourd'hui c'est beaucoup plus naturel, quoi. Et les gens qu'est-ce que comment t'en as pris conscience? Ça t'est venu comme ça, ou... Non, mais c'est en fait déjà ma femme était. Je pense que c'est ça, en fait, ma femme est partie et c'est elle qui avait ce truc de lien avec les équipes. Elle a un truc très fort là-dessus. Et moi, j'étais plutôt de mon côté, je faisais beaucoup de design, donc j'aimais bien être tranquille et tout. Et elle est partie et mon frère était développeur, donc on est un peu pareil avec mon frère, tu vois. Ouais.
Et encore, lui, il est beaucoup plus ouvert que moi. Il va prendre des coups avec les équipes et tout. Moi, je vais jamais à ces trucs-là, tu vois. Et c'est vrai que je me suis dit, en fait, je perds des points à faire ça, à pas le faire. Ouais. Je perds vraiment des points. Donc, en fait, c'est trop bête. Même si je le fais très peu, encore. Mais j'essaie d'être beaucoup plus proche. Et... Oui, en fait, tu le fais peut-être très peu parce que c'est pas dans ta personnalité. Ouais, mais c'est ça. tu t'interdis pas de le faire. Enfin, Ouais, c'est ça, exactement, tu vois. Et en fait, je suis juste comme avec tout le monde, avec mes équipes ou avec des gens dans la vie, tu vois. J'essaie pas d'être différent ou quoi que ce soit, tu vois. Ok. Est-ce que tu as une boîte dont tu aimerais voir le fonctionnement de l'intérieur? Une boîte? Ouais. Ou une agence? Ouais, bonne question. Je suis assez curieux de voir le management de très grosses boîtes. Enfin, pas le management, mais la partie plutôt créative des très grosses boîtes, toi, genre, évidemment, c'est hyper cliché, mais Apple ou ce genre de truc, voir un peu comment eux, ils fonctionnent sur ce type de sujet. J'adorerais aussi voir, par contre, là, pour le coup, le management d'un Elon Musk chez X, où là, il a viré tout le monde, il a gardé que les meilleurs. Juste comprendre pourquoi il fait ça. Voir un peu être la petite souris qui vient de l'intérieur, quoi. Ouais. Genre voir comment ça se passe, ce genre de move assez fou. Et finalement, après, c'est l'impression qu'il a presque réussi, parce qu'aujourd'hui, X, je crois que ça n'a jamais été autant valorisé qu'avant. Pourtant, il a viré je sais pas combien de personnes. Donc, comment il fait pour virer autant de gens en étant autant efficace et à sortir encore plus de fonctionnalités que quand c'était Twitter, tu vois. Ouais. Ce genre de truc, moi, toujours, je me pose la question comment il fait, alors que le mec, il a 10 boîtes en même temps. Ouais, c'est ça. Enfin, tu vois, ce genre de... Ça m'intrigue. Mais sinon, ouais, la créativité pure dans des grosses agences, genre Pentagram, qui est la plus grosse agence de branding au monde. Ok. Comment ils font pour être toujours aussi bons après, je sais pas combien de temps, ça fait 50, 60 ou 80 ans. Ils font toujours des trucs à chaque fois magnifiques et très, très bien travaillés. Donc ouais, ça m'intéresserait. Ok, ouais. Toi, comment est-ce que tu fais pour garder un équilibre de vie avec ta vie de CEO d'agence, de papa et tout? Enfin, est-ce que tu as des petites choses comme ça que tu mets en place? C'est vrai, en fait, le plus dur, c'est les enfants, hein, c'est pas la boîte, clairement. J'ai pas trop... Enfin, je suis très routinier. Ouais. Je fais toujours la même chose, toujours à la même heure, toujours je mange à la même heure, je me lève à la même heure, j'amène les enfants, une fois sur deux avec ma femme. Je vais toujours à chercher à la même heure et tout, etc. Donc ça, j'ai un truc où je sais, en fait, quand j'arrive à prédire un peu ma semaine, après, c'est beaucoup plus facile d'avoir des moments où je fais d'autres choses, tu vois. Mais par contre, je sens que dès que ça change, ça me rend fou. Ah ouais, ok. Vraiment, c'est presque un toc où faut que, même le soir, sans le vouloir, je rentre toujours à peu près à la même heure. Même si j'ai beaucoup de travail ou peu de travail, enfin plus ou moins, j'arrive toujours à rentrer à la même heure parce qu'en fait, je sais pas, c'est un... Ouais, c'est un... Par contre, si je dépasse, si j'arrive plus tard le matin, je suis plus dedans. Je le sens, je suis plus dedans. Même de 10 minutes, hein, parfois. Hein. Ça vraiment... je me suis arrêté un moment... Non, mais je comprends. Et après, en fait, tu te dis, ma journée, elle est morte. Hein. Alors qu'en fait, c'est 10 minutes. Ouais, c'est 10 minutes. Tu sais, je sais pas, c'est comme un roulement et t'en as raté un. Et en fait, ça rate tout le reste. Et là, tu dis, c'est bon, la journée est foutue. T'es pareil, toi? Ouais, moi, ça m'arrive aussi. Ouais. Mais j'arrive de mieux en mieux à me... Il y a un truc qui m'aide là-dessus. Je me fais accompagner par un ami entrepreneur, Thibaut, si tu nous écoutes, qui en fait, il fait de la préparation mentale. Et du coup, il m'a accompagné là-dessus. Et du coup, il y a un truc qui m'aide là-dessus, c'est la cohérence cardiaque. Ah ouais? Et en fait, en gros, je pourrais te montrer, c'est une application en gros de respiration où en gros, tu fais 5 secondes, t'inspires, 5 secondes, t'expires. Truc tout con, pendant 5 minutes. Et en fait, quand je sors justement de ce mode-là, et en fait, ça me recalibre en fait. Ça te recalibre, ouais, putain, pas mal. Et du coup, en gros, ouais, c'est fou parce qu'en fait, parfois ça me rend dingue parce que je me dis, ouais, mais c'est 5 minutes, je suis déjà à la bourre. Mais en fait, je suis en mode, mais non, mais en fait, je suis tellement dehors de mon rouage qu'en fait, maintenant, avec l'expérience, je me dis, bah vas-y, c'est 5 minutes, je sais que ça va me. Et du coup, en fait, ça me met de nouveau à gagner en focus, tu vois. Ah, faut que j'essaye, franchement, faut que j'essaye, ouais. De ouf, ouais, t'as raison. Mais c'est vrai que j'ai ce truc où ça me fait un peu sortir de mon focus, en fait, c'est un peu ça, tu vois. Ok. Où est-ce qu'on peut suivre ton actu ou l'actu de l'agence? De l'agence Instagram. Ouais. On a, donc c'est bruno.co. Ouais. Et puis sinon, mon LinkedIn à moi perso, Barthélémy Chalvet. Super. Merci Barthélémy. Merci de m'avoir invité. Hein, c'était un super moment et on a survécu à la chaleur. Donc, moi j'ai très très chaud. Ouais, moi pareil, donc j'ai hâte de boire. Allez, à bientôt, merci. Ciao. Si vous êtes resté jusqu'à maintenant, c'est que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à donner une note 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée ou de liker la vidéo.
Et n'oubliez pas de vous abonner. Pour suivre l'actu du podcast et les coulisses, vous pouvez suivre la page Instagram de Sous le Capot ou me suivre sur LinkedIn. À très vite.